la rééducation, elle a déjà évolué au fur et à mesure, on va dire, des progrès de l'implant cochléaire et aussi de l'évolution des indications. Chez l'adulte, nous allons parler de l'adulte qui a déjà entendu, de l'adulte ou l'adolescent dont la surdité est intervenue quand il était grand. Donc là, on parle plutôt de rééducation auditive. La rééducation, ça consiste en fait à restaurer des fonctions qui ont été altérées à cause d'une pathologie. Donc il faudra d'abord, au départ, apprendre à l'adulte à décoder des sons qu'il va percevoir différemment à travers l'implant cochléaire et à les faire correspondre un peu à sa mémoire auditive, un peu comme lors du témoignage qu'on a vu pour la musique, où il expliquait qu'au début, c'était que du bruit, et donc petit à petit, on va faire correspondre ce qu'on perçoit à sa mémoire auditive et mettre du sens sur ces sons. Aussi, il faudra au départ, au tout début, aider l'adulte à se concentrer sur le son qui est véhiculé par le sens, qui est véhiculé par les sons qu'il perçoit et non pas sur leur qualité. Parce qu'au début, cette qualité du son est un peu déroutante. On la trouve artificielle, métallique, mais là aussi, ça va s'atténuer petit à petit. Donc, quels sont les objectifs de cette rééducation? Ça va permettre tout d'abord à l'adulte une réappropriation du monde sonore, c'est-à-dire de l'environnement sonore, du paysage sonore, recréer son paysage sonore. Nous n'allons pas parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on va s'intéresser à tout ce qui est au niveau de la parole, c'est-à-dire la restauration de la compréhension de la parole, de façon à ce que l'adulte puisse ensuite s'adapter aux différentes situations langagières dans lesquelles il peut être confronté dans sa vie. Donc l'orthophoniste va établir un projet thérapeutique avec le patient à partir des points faibles, des points forts du patient, mais aussi de ses attentes, ce que lui, il souhaite. Et ça, dès l'activation, après l'activation. Alors, la progression de base de la rééducation reprend les étapes du langage. Donc on va juste les citer. Tout d'abord, il y a la détection, c'est-à-dire on sensibiliser l'adulte au monde qui l'entoure, la discrimination, c'est-à-dire mettre en place des repères basés sur certains paramètres acoustiques, en repérer si deux mots sont identiques ou pas. On vous a mis un exemple, par exemple, anorak, anneau. L'identification, là, c'est comprendre une proposition parmi d'autres avec, on va dire, en liste fermée, ce qui veut dire que l'adulte a un support écrit devant lui et on va proposer un énoncé parmi plusieurs ou un mot parmi plusieurs. La reconnaissance, c'est le niveau un peu au-dessus. Là, on ne donne qu'un indice. Ça peut être un indice sémantique, on va dire des noms d'animaux, ou lexicaux, ça veut dire, on va dire, des phrases qui commencent par « tous les dimanches ». Je vous donne juste un exemple. Et enfin, la compréhension, où là, on ne donne plus d'indices. Alors, chez l'adulte devenu sourd, l'étape de la détection n'est jamais nécessaire. On va souvent débuter au niveau de l'identification. Et la discrimination ne sera utilisée qu'en complément pour travailler les erreurs de perception en les comparant à la réponse donnée à celle attendue. On renforce ainsi l'attention sélective. Par exemple, si on dit « la ferme est au milieu des champs » et que l'adulte répète « la chèvre est au milieu des champs », on va lui faire comparer pour qu'il arrive à percevoir des différences et à mettre en place des repères. Dès que la compréhension de la parole dans le silence a bien progressé, à ce moment-là, l'orthophoniste va activer, on va dire, d'autres leviers pour travailler différentes situations d'écoute. Et ils vont permettre de renforcer les processus
cognitives qui sont impliquées pour comprendre la parole, notamment l'attention, la mémoire auditive, la mémoire à court terme, et là, on va y revenir plus tard. Et comme ça, on va pouvoir travailler dans le bruit, comme vous en avez parlé tout à l'heure au téléphone, on va pouvoir aussi travailler la discrimination fine. Est-ce que je distingue la différence entre balai, palais, comment je vais faire pour le discriminer? On va aussi proposer des enregistrements, c'est-à-dire à travers des podcasts, ça peut être de la radio, de façon à ce que la personne implantée s'habitue à d'autres débits de voix et à d'autres qualités aussi de voix. Alors, à partir de là, on va voir un petit peu les résultats actuellement chez les adultes porteurs d'un implant cochléaire. Donc on se rend compte que l'amélioration est significative après, on va dire, entre 3 et 6 mois, mais à 6 mois, il atteint normalement, l'adulte implanté, un bon niveau. Donc ce qu'on se rend compte, mais c'est au niveau international, c'est-à-dire qu'il y a une grande variabilité dans les résultats chez les adultes porteurs d'un implant cochléaire. Donc il va y avoir entre 10 et 40% des adultes qui pourraient être considérés comme ayant des résultats limités selon les paramètres qu'on utilise. Bon, comme tout à l'heure on en a parlé, il y a quand même qu'à peu près 60% d'adultes qui utilisent le téléphone d'une manière courante. Donc ça veut dire qu'il y a 40% qui n'y arrivent pas. Donc on pourrait dire que ces résultats sont limités, puisque tout à l'heure on l'a dit, c'est quelque chose auquel aspirent tous les patients qui ont un implant cochléaire. Voilà. Et donc ça, c'est une revue de la littérature internationale qui a mis un peu en évidence cette variabilité dans les résultats. Et à l'inverse, il y a des adultes qui très rapidement parviennent à un très bon niveau de compréhension. Donc, à partir de là, nous nous sommes intéressés, au niveau du CHU, on s'est intéressé de voir quels facteurs pourraient être impliqués, et aussi il y a des revues de la littérature, qui pourraient être impliqués pour expliquer cette variabilité. Donc, si on tient compte, on va dire, des particularités de chaque patient, parce qu'il y a des particularités qui vont jouer, c'est-à-dire la durée pendant laquelle la personne n'a pas entendu, l'étiologie, on peut imaginer un profil prédictif, c'est-à-dire on sait que, compte tenu de son histoire, il devrait atteindre tel niveau à partir de 6 mois post-implantation. S'il n'y arrive pas, qu'est-ce qui pourrait être un frein ? Il pourrait y avoir des facteurs au niveau, on va dire, du système auditif. Les limites de l'implant lui-même, qui, pour recoder toutes ces informations, l'insertion du porte-électrode qui peut rencontrer des difficultés selon l'état de la cochlée, et aussi l'intégrité du système auditif, c'est-à-dire du nerf auditif. Et de l'autre côté, il y a les facteurs neurocognitifs. Donc on va s'intéresser à ces facteurs neurocognitifs. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme ? Alors tout d'abord, l'adulte implanté peut avoir du mal à associer les sons qui sont transmis par l'implant, qui sont différents, à leur représentation phonologique, c'est-à-dire au son du langage qu'il a mémorisé. On sait que la surdité peut avoir un retentissement sur cette représentation, c'est-à-dire qu'on ne distingue plus la différence entre balade, salade, on n'entend pas bien cette différence. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est la mémoire de travail qui est impliquée. La mémoire de travail, la définition, c'est la mémoire à court terme, c'est-à-dire qui permet de stocker, de manipuler des informations pendant un temps très court pour permettre d'accomplir une tâche. C'est-à-dire qu'on avait proposé retenir un numéro de téléphone le temps de le composer. Donc cette mémoire, il faut qu'elle soit performante pour avoir une bonne compréhension dans le bruit.
Donc peut-être que certains adultes qui n'ont pas les résultats attendus ont cette mémoire qui fonctionne moins bien. Enfin, il y a les capacités attentionnelles, c'est-à-dire la capacité pour inhiber certaines informations auditives non importantes. Et là, chez certains patients, ils n'arriveraient pas à le réactiver et donc ça serait moins efficace. Et ces capacités aussi jouent un rôle important pour comprendre la parole dans le bruit. Alors, à partir de là, juste pour vous, on a fait un petit représentation du traitement du signal quand l'entrée auditive est dégradée, pour vous l'expliquer. Donc, on va imaginer qu'il y a du bruit et on est en train d'écouter une phrase et j'essaye de comprendre ce qui m'est dit, mais je ne comprends pas. J'entends « ce est très ». Donc, est-ce que c'est « ce fromage est très bon » ou ce feu rouge est très long. Ça, c'est une erreur qu'a présenté un patient lors de la répétition d'un énoncé. Donc, si on est dans une situation d'écoute, on va essayer de se baser un petit peu sur la situation. Si je suis à un repas en famille, qu'on est en train de parler, ou entre amis, où on est en train de porter le fromage, on peut se dire « Ah ben tiens, il est en train de dire que le fromage qu'il a acheté est très bon, et donc je vais dire « Ah oui, tu as raison, ce fromage est très bon. » Mais je peux me tromper, on me dit « Mais qu'est-ce que tu dis ?» En fait, je parle du feu rouge qui a été installé au bout de ma rue et qui dure très longtemps. Donc on voit la difficulté des fois pour comprendre la parole dans le bruit. Et donc, qu'est-ce que ça entraîne ? Ça entraîne un effort d'écoute et un temps de traitement allongé. Donc, ces patients qui sont en difficulté vont, au bout d'un moment, ne vont pas pouvoir continuer à suivre une conversation à tempo normal. Alors nous, on s'est intéressé un peu tout ça à partir de cette revue un peu de la bibliographie. Nous avons exploré un petit peu les facteurs qui pourraient expliquer ces difficultés. Donc on a développé différents tests au niveau du système auditif pour voir un petit peu si le nerf répondait bien aux stimulations, si le porte-électrode était bien positionné, si tout fonctionnait bien au niveau de l'implant et aussi au niveau cognitif. Et ça a permis de créer un bilan qui permet de repérer les freins qui limitent un peu les résultats de ces patients implantés. Et selon les difficultés qui vont être mises en évidence, on va pouvoir soit modifier des paramètres de réglage, soit proposer une rééducation personnalisée pour renforcer les compétences cognitives qui sont un peu dégradées. Alors, il y a eu plusieurs articles qui ont paru, qui ont été rédigés par l'équipe, et les auteurs ont montré qu'il existait une grande variabilité des performances, et ça dès 1 mois après l'activation. Donc, à 1 mois déjà, on peut repérer les patients qui vont être en difficulté et pour lesquels il faudra développer une rééducation peut-être un peu plus personnalisée. Et ces études ont permis ainsi de construire, on va dire, un arbre décisionnel, c'est-à-dire que les patients qui, à 1 mois, ont des résultats qui sont inférieurs à ce qu'on attendait, on va leur proposer des tests au niveau périphérique, enfin au niveau du système auditif, de l'implant, et au niveau cognitif. Et à partir de là, s'il y a des difficultés plutôt au niveau cognitif, à ce moment-là, on va proposer une rééducation un peu plus personnalisée. Et donc, on en est là dans notre travail, c'est-à-dire qu'on est en train d'élaborer un protocole personnalisé de rééducation. Donc, la première partie fait l'objet d'un mémoire qui sera soutenu en juin 2025 et où on élabore un protocole de rééducation. Et les objectifs sont de proposer des exercices qui visent à améliorer le traitement, on va dire, phonologique pour favoriser une meilleure perception et compréhension de la parole, et aussi à améliorer les capacités attentionnelles, mnésiques des adultes
pour optimiser la compréhension, notamment dans le bruit. Parce qu'il faut savoir que dans la vie de tous les jours, il y a du bruit tout le temps. Il y a forcément un fond sonore. Et si on est en difficulté, on va se trouver toujours en difficulté pour suivre une conversation. Alors, juste un petit peu, les exemples d'exercices sur lesquels nous élaborons ce protocole, il y aura un travail sur la représentation phonologique, par exemple, élision de syllabes initiales ou finales, de phonèmes initiales. Par exemple, on dit crocodile, le patient doit répéter que codile. Siffler, si on enlève que le premier phonème, il dira ifler. Donc ces exercices, tous ces exercices-là, il y aura une progression et on va dire un peu un cahier pour voir pendant combien de semaines ça sera travaillé et dans quel... commencer par quel ou quel paramètre. Alors, il y aura aussi des exercices sur l'attention et la mémoire. Par exemple, vous allez entendre un texte et vous tapez dans vos mains chaque fois que vous entendez un nom d'animal. Donc, on vous a mis plusieurs types d'exercices qu'on pouvait proposer et qu'on est en train un peu, pour l'instant, de travailler. Donc, vous voyez que tous ces exercices font appel à ce qu'on appelle un travail à la fois auditif et cognitif. On parle auditivo-cognitif. Donc, proposer une liste de mots, le patient doit les répéter en les classant du plus long au plus court. Après, pour l'attention sélective et l'inhibition, on peut déterminer un domaine sémantique, puis on fait écouter au patient un texte et il doit dire combien de mots appartenant à ce domaine ont été dits. Donc, on voit qu'il ne doit pas restituer tout le texte, mais uniquement certaines parties du texte. Par exemple, sur les noms du vêtement, il devra dire uniquement chapeau, imperméable, écharpe, pantalon à la fin de l'énoncé. Et donc, on voit qu'il y a des phrases un peu qui perturbent, qui vont parler d'autre chose. Après, on travaillera à la fois la mémoire de travail, la flexibilité, de passer d'un sujet à l'autre. Par exemple, répéter une liste de mots en changeant un des mots par un autre donné à la fin de la liste. Si je dis montagne, tablier, repas, on dit au patient, vous répétez cette liste, mais vous remplacez le dernier mot ou le premier mot de la série par école, dans ce cas-là. Voilà, là c'était pour vous montrer un petit peu des exemples d'exercices que nous allons développer un peu plus. Je vous remercie de votre attention.